Vous, monsieur Igo Iloma, coordonnateur des BTP, mais aussi bienvenue à ingénieur Benoît Kachala. Merci, cher jeune. Merci, monsieur Philippe. Voilà, d'entrée de jeu, vous êtes coordonnateur d'une société qui œuvre dans les domaines des bâtiments. Vous avez initié un projet, un grand projet qui est lié à la gestion des déchets ici à Kinshasa. Nous savons que c'est une question qui fait vraiment rage dans la ville-province. Nous avons les déchets un peu partout. Vous avez une certaine spécialité. On commence d'abord par parler de votre société pour faire un petit débalayage. C'est quoi Contrôle BTP? Contrôle BTP, c'est une société constituée majoritairement de jeunes, des jeunes dévoués à la cause nationale. Et nous sommes créés depuis 2017, où nous fonctionnons de manière très active dans la recherche à des problèmes existants en ce qui concerne la construction. Nous sommes créés un peu pour satisfaire et permettre à nos partenaires de rehausser avec des techniques innovantes et des réflexions nouvelles aux problèmes énormes de la réalisation de travaux publics, des ouvrages. Mais tout ça conformément aux normes et règles de l'art. Conformément aux normes, aux règles de l'art. Certainement, vous avez commencé depuis 2017, vous avez acquis une certaine expérience. C'est quoi votre expérience en la matière depuis Belle Radio? Notre expérience se base non pas seulement dans les bâtiments, parce que c'est BTP, non pas seulement dans les bâtiments. Dans les bâtiments, nous avons de nombreux clients, en passant par les privés comme les publics. Mais nous nous sommes beaucoup plus spécialisés encore dans la gestion de déchets généraux, parce que nous avons trouvé qu'il y a réellement un besoin là-dessus. Je pense qu'on va étayer un tout petit peu les statistiques aussi pour donner encore plus de la matière sur la gestion des déchets généraux. Je prends également ingénieur Benoît Kachala, qui est votre coordonnateur adjoint. Les coordonnateurs, Igo a dit que vous avez une certaine spécialité. Est-ce que vous pouvez vous étendre sur cette question? Tout à fait, tel que le cordon l'a dit. Entreprise, depuis 2017, on l'a dit, mais on ne devait pas évoluer comme entreprise lucrative, c'est-à-dire dans la recherche de moyens, d'économie et tout ça. Nous, c'était plutôt l'esprit de résoudre les problèmes communautaires. Parce que c'est finalement ça l'objectif. Quand on va à l'université et que l'on sort, en tout cas, on doit apporter quelque chose dans son pays. C'est ce que nous, on a su apporter. On s'est dit, bon, il y a des étrangers, des expatriés qui viennent avec des moyens dans les bâtiments et travaux publics. Mais qu'est-ce que nous, on peut apporter parce qu'on n'a pas de moyens? Alors, il fallait amener de l'intelligence, résoudre ne fût-ce que nos problèmes quotidiens. Alors, c'est comme ça que depuis 2019, nous sommes orientés vers la gestion des déchets. Parce que l'on se dit, avec la croissance démographique exponentielle actuelle, en tout cas, si l'on n'a pas des experts dans ces domaines, ça poserait problème. C'est comme ça que l'on s'est axé vers cela. Et qu'est-ce que vous faites concrètement en fait, dans votre politique de la gestion des déchets dans la ville et province de Kinshasa? Et évidemment, c'est tel que nous l'avions dit, nous l'avons d'abord constaté, le problème que nous vivons avec. À Kinshasa d'abord, on a constaté que la gestion posait problème. Au-delà de tout ce que l'on pouvait dire sur la compétence de gouvernants et tout ça. Mais nous avons vu les choses autrement. Nous nous sommes dit, se pose réellement un problème, certainement de la politique publique, mais aussi de la technique de mise en place. C'est comme ça que nous, étant qu'experts dans ces domaines, nous avons évolué dans ces domaines et proposé des solutions qui se trouvent déjà au niveau des autorités, assemblées provinciales, ministère de l'Environnement, parce que la gestion des déchets dans une entité administrative ne relève pas seulement des questions techniques. Elle a en plus de cela un aspect fiscal, réglementaire et urbanistique. Je crois que quand vous êtes dans une structure fiscale, une émission fiscale, peut-être on parlera aussi de ça. Donc c'est un peu ça, ce qu'on a pu mettre en place. Alors, in concreto, puisque vous avez identifié un problème sociétal, vous l'avez dit ici, la ville de Kinshasa fait face à une insalubrité criante. Alors, in concreto, qu'est-ce que vous proposez pour répondre évidemment à cet épineux problème? Face à ces problèmes, il fallait d'abord les détecter, comme l'a dit mon confrère,
on fait face à un problème sanitaire majeur. On fait face à une pollution de l'environnement, une pollution majeure également de nos moyens de subsistance, tels que l'eau. Nos champs sont pollués également par des déchets biomédicaux. Évidemment. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on fait des enfouissements sauvages dans la terre ou quand on jette dans les fleuves, dans les majestueux fleuves Congo, voilà, ces déchets-là reviennent dans nos ménages sous d'autres formes. Voilà, donc, problème détecté. Face à ces problèmes, on a utilisé les moyens qui étaient à notre portée. Qu'est-ce qu'on avait à notre portée? On avait la connaissance, le bagage, mais on avait aussi la connaissance de matériaux. Quels matériaux spécifiquement utiliser pour construire des ouvrages susceptibles de résoudre ces problèmes? On avait la connaissance du sol. Le sol a comme nature plusieurs substrats, notamment l'argile. L'argile a des bonnes propriétés thermiques. Et donc, c'est cet aspect de l'argile qu'on a développé, qu'on a décortiqué sous plusieurs formes pour arriver à produire des briques, localement des briques réfractaires, capables de résister à de très hautes températures, donnant donc naissance à un ouvrage majeur, qui est notre découverte, qui est notre innovation dans les secteurs. C'est les incinérateurs. L'incinérateur à très haute température. Très haute température, c'est à partir de 1000 degrés, tel que les décrit l'actuel ministre de la Santé, Hygiène et Prévention. Samuel Roger Kamba. Voilà, son excellence Roger Kamba, dans les guides de gestion des déchets biomédicaux publiés en 2023, en mai 2023, qui dit clairement que les procédés thermiques à haute température est la meilleure manière de résoudre définitivement la crise de la mauvaise gestion des déchets biomédicaux. C'est à cet effet que nous avons produit cet incinérateur. Donc c'est notre réponse à cette problématique. Cet incinérateur n'est pas le seul ouvrage. L'incinérateur s'accompagne également d'une zone à déchets équipée, bien équipée, avec plusieurs autres compartiments qui rejoignent l'incinérateur. Mais je voudrais insister sur la température. Okay. La température que nous produisons dans nos incinérateurs, ça varie évidemment entre 1000 et 1200 degrés Celsius. Vous avez parlé, au fait, sans pourtant vous interloquer, des matériaux qui vous ont permis, au fait, de mettre en œuvre cet incinérateur. Ce sont des matériaux que vous avez importés ou ce sont des matériaux que vous avez utilisés venant de ces pays, de la République démocratique du Congo? C'est des matériaux que nous avons... Les matériaux que nous avons utilisés sont des matériaux locaux. Je vais laisser l'ingénieur Benoît décortiquer un tout petit peu sur l'argile. Mais moi, je voudrais insister sur le fait que l'assemblage métallique ainsi que la fabrication de briques s'est fait ici localement par des Congolais, très souvent par des jeunes, dans des entrepôts, dans notre atelier de fabrication très bancal, mais qui donne des résultats concrets. Donc, comme pour vous compléter, c'est un produit made in Congo. Made in Congo, 100% made in Congo. Revenons un peu sur ces matériaux. Ok, je viens. Vous voyez, c'est qu'on est maintenant déjà dans la gestion des déchets biomédicaux. Allons-y. C'est tel qu'on a dit. C'est-à-dire les statistiques sont tellement... c'est pas... En tout cas, c'est accablant. Avant d'aller sur les statistiques, allez d'abord essayer un peu décortiquer l'argile, les matériaux que vous avez utilisés pour... Ok, c'est-à-dire nous avons dit qu'il fallait résoudre cette question de gestion des déchets biomédicaux. Okay. Parce que nous en produisons autant. Aujourd'hui, la République, avec plus de 100 millions d'habitants, nous produisons plus de 6 millions de kilogrammes de déchets biomédicaux l'an. Vous voyez, alors c'est comme ça que, comme l'a dit l'ingénieur Gautran, le ministère a mis en place un guide d'orientation. Parce que le ministère aussi a vu qu'avec la croissance démographique que nous avons maintenant, si l'on ne gère pas bien nos déchets, en tout cas, nous serons victimes d'épidémies, des pandémies tout le temps. Vous voyez. Maintenant, les problèmes, c'était quoi? Les matériaux à utiliser. Qu'est-ce que l'on doit faire pour gérer ces déchets? Il faut passer par les incinérateurs, la zone à déchets. C'est vrai. Bon, quels sont ces types d'incinérateurs qui peuvent aider et à brûler ces déchets, mais et aussi à ne pas déranger l'environnement? C'est-à-dire à ne pas créer des objets polluants qui vont encore nous retourner à une autre forme de maladie. Okay. Il y a des incinérateurs qui existent, mais les modèles qu'on a orientés, ces modèles-là ne peuvent être qu'importés, avec des matériaux importés. Et ces matériaux importés coûtent cher. Okay. C'est comme ça notre étude était de voir par
quel mécanisme l'on peut passer pour obtenir des matériaux locaux, mais qui vont répondre aux exigences internationales, notamment les normes environnementales, les accords internationaux sur la gestion des déchets. C'est ce qu'on a réussi à faire avec l'argile. Parce que... Déjà avec l'argile, comment vous avez découvert l'argile ou bien comment vous avez su que l'argile se ferait office d'un matériel nécessaire pour cet incinérateur? C'est comme ça qu'on s'appelle expert. Expert, c'est-à-dire nous sommes passés par des échecs et des situations compliquées pour y arriver. Nous avons exécuté certains ouvrages avec l'argile, bien sûr, parce que tout le monde le sait, les incinérateurs, c'est avec l'argile, mais ça posait un peu de problème. Soit ça n'atteint pas la température, soit quand ça atteint la température minimale, il y a des fissures qui se ressortent et l'ouvrage ne sait plus fonctionner. Alors, il fallait maintenant trouver quel type d'argile l'on pourrait utiliser. C'est comme ça, après nos recherches, nous avons amené quelques sols dans le laboratoire et tout ça. Nous avons constaté que l'élément qui a la capacité thermique, c'est-à-dire la capacité à contenir la chaleur, le plus important, c'est les silices et l'alumine, qui se trouvent déjà dans l'argile. On ne va pas tout détailler, c'est quand même nos recherches, oui. Mais c'est sur base de ça qu'on a eu à créer des adjuvants, c'est-à-dire de produits que nous introduisons dans l'argile, et ça fait augmenter la capacité thermique de l'argile, et puis on produit des briques avec ça, et ça tient à 1200 degrés. À 1200 degrés. Voilà. Suffisance. En tant que néophyte, il y a une question qui me taraude un tout petit peu l'esprit. Okay. Comment fonctionne cet incinérateur? Comment ça fonctionne? L'incinérateur, d'abord, il est pour gérer les déchets de l'hôpital. Comment il fonctionne? C'est-à-dire, l'on prend le déchet, l'hôpital produit les déchets, et ces déchets-là, l'on doit... je préfère que l'ingénieur vous allez gérer. Comment fonctionne cet incinérateur? Cet incinérateur est un bloc massif composé d'une partie en maçonnerie, en briques réfractaires et métalliques. Dans son fonctionnement, c'est censé brûler, assurer une oxydation des déchets. C'est les termes qu'on utilise. Oxydation des déchets à haute température. Mais ces déchets doivent être triés en amont. C'est-à-dire les déchets ont également un cycle de vie. De la production jusqu'à son traitement final. Il faut d'abord commencer par là, minimiser les déchets, faire les tris, c'est-à-dire séparer, collecter, amener, transporter jusqu'à la zone de traitement. Une fois arrivé dans la zone de traitement, il y a un opérateur que nous formons nous-mêmes sur l'utilisation de notre ouvrage. L'ouvrage est composé d'une chambre de réception de déchets, c'est-à-dire c'est la première chambre de combustion. On met les déchets là-bas. Chambre de chargement. Et par les bas, il y a une ouverture sur laquelle on peut mettre les feux. On met les feux sur des combustibles en papier, en carton. On n'utilise pas des combustibles liquides, comme l'essence, le pétrole, non. Parce que c'est une autre manière encore de créer des polluants lorsqu'il y aura un mélange chimique de ces déchets-là et les combustibles. Donc nous utilisons des combustibles en papier. On met les feux sur les papiers d'abord. On s'assure qu'il y ait une étape de préchauffage qui fera en sorte que la température monte petit à petit, crescendo, par un appel d'air qui se trouve en dessous de l'incinérateur. Donc il y a un appel d'air naturel. Vous savez, on parle d'oxydation, et lorsqu'il y a de l'oxygène qui se rajoute, il y a une seconde combustion. Mais cette fois-là avec les gaz, parce qu'on avait déjà brûlé certains autres déchets. Petit à petit, la température monte. C'est à partir de 850 degrés seulement qu'on commence à mettre les déchets biomédicaux. Parce que ce sont des déchets qui produisent d'autres formes de pollution. Voilà, des émissions de plusieurs formes. Des émissions de particules lourdes. J'insiste dessus parce que ce sont ces particules qui, d'une autre manière, fera retour dans notre chaîne alimentaire. Voilà, parce que je parle là des furanes et des dioxines. Voilà, ce sont des émissions issues des matériaux lourds, tels que les fers, les plombs et tout. Surtout les mercures, raison pour laquelle on conseille d'ailleurs de ne pas utiliser certains appareils qui contiennent. Avez-vous fait une expérience avec cet incinérateur? Depuis quand et avec quelle structure? Voilà, on a de très bonnes expériences avec cet incinérateur. Au tout début, on a parlé des recherches. Les recherches coûtent cher quand on est une jeune entreprise de construction comme la nôtre. On avait commencé jeune
avec très peu de moyens, mais on a bénéficié de l'accompagnement d'une ONG internationale de renom, une ONG canadienne dont j'étais le nom. Pourquoi? Mais ils nous ont été, si vous voulez, on peut les citer. Actuellement, ça s'appelle Santé Monde. Okay. À l'époque, ça s'appelait CCISD. Okay. Maintenant, ça s'appelle Santé Monde. Cette ONG nous a accompagnés dans les recherches, parce que les recherches coûtaient cher. Il fallait aller dans les laboratoires comme l'Office des routes. Il fallait se mettre en contact avec plusieurs fournisseurs de briques. Il fallait rédiger un cahier des charges. Pour tous ces aspects, il nous manquait les finances. Voilà. Donc, il y a cette ONG-là qui a misé aussi sur nous. Il y a aussi d'autres partenaires, mais beaucoup plus l'apport de cette ONG. Okay. Et donc, lorsqu'on s'est lancé, on manquait les moyens, on a eu les moyens pour faire des recherches. En dehors de ces recherches, nous sommes arrivés à des résultats qui nous ont permis approximativement de mettre en place des premiers prototypes. Et ces premiers prototypes, nous les avons vendus. Vendus, évidemment, comme une réponse à un problème existant. Les centres de santé n'arrivaient pas à traiter correctement leurs déchets. On a commencé à vendre les incinérateurs, mais à d'autres ONG de renom. Là, je parle par exemple des UNICEF, des Oxfam Grande-Bretagne, du Rotary Club for Development, Belgique. Voilà. Donc, ce sont des grandes ONG. Vous savez combien de fois c'est difficile de répondre aux critères de sélection d'une société. Des structures, oui. Voilà. Donc, c'est des structures internationales sur lesquelles il faut vraiment se mettre au pas, répondre aux critères de manière sérieuse. Ils ne font pas dans la complaisance. Voilà. C'est de cette manière qu'on a acquis de la crédibilité, même auprès des autres bailleurs. Mais je trouve que vos principaux acheteurs sont des organisations internationales. Et quelle est la place, au fait, des établissements médicaux congolais au local? C'est une bonne question. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, notre pyramide sanitaire de notre pays. C'est-à-dire le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, fonctionne avec ses partenaires techniques et financiers. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, si le ministère a une subvention de 5 millions de dollars par la Banque mondiale pour lutter contre Ebola, les épidémies, ça passerait par des partenaires financiers et techniques. Ça passerait par exemple par l'UNICEF. Oui, c'est-à-dire l'UNICEF collabore harmonise avec l'État congolais pour exécuter. Parce qu'au finish, les ouvrages, on n'a pas livré à ces ONG. On a livré dans des zones de santé. Okay. Oui, donc ce sont des zones de santé qui nous ont délivré le PV de réception des ouvrages. Les zones de santé ont accepté que ce que nous avons fait, c'est ce qui est prévu. C'est ce que le ministre a orienté. C'est déjà ça notre avantage. Nous, on ne vient pas faire le Pythagore ici. Okay. Nous, on ne va pas donner des théories ici, tout ça. Non. On vient présenter des recherches et des ouvrages qui existent. Il y en a 30. Ce n'est pas seulement à Kinshasa. À l'Équateur, on a parlé des Oxfam et UNICEF. C'est à l'Équateur qu'on a réalisé ces ouvrages. Donc, c'est ça l'avantage des ouvrages qui existent déjà, qui fonctionnent, qui atteignent cette température. Et quand l'ingénieur parle de la température, je ne vous vois pas bouger un peu. Certainement, on va la température, là, c'est une chose très importante. Parce que moi, ça m'étonne. C'est vraiment industriel. Parce que l'eau bouillante à la maison, que nous utilisons chez nous, c'est 100 degrés. Ouais. On est à 1200, c'est industriel. Ouais. Ouais. Et atteindre cela, ce n'est pas facile. C'est comme ça que les ONG... Et puis ingénieur Gautran a dit, vous utilisez les papiers pour le feu, tout ça. Tout à fait. Et atteindre 1200 degrés Celsius, c'est énorme. Et comment vous faites? Alors, c'est ça, c'est que nous vendons maintenant. C'est-à-dire, c'est la forme d'abord de l'ouvrage. Nous avons créé une forme qui devait répondre aux exigences de la thermodynamique, c'est-à-dire la conservation de l'énergie. Okay. Les déchets contiennent de l'énergie chimique et c'est cette énergie-là, on devait les transformer en énergie thermique, la température, la chaleur. Vous voyez. Alors il fallait une forme qui fait appel à l'oxygène. C'est comme ça que vous verrez dans nos incinérateurs, il y a de trous d'appel d'air qui sont créés et sont dimensionnés. Ces trous-là sont calculés de sorte à accélérer la température dans la deuxième chambre de combustion. Il y a ça, mais il y a également le matériau. On venait de vous parler de l'argile, des silices et alumine, tout ça, des adjuvants que nous avons créés pour accélérer la capacité thermique de l'argile. Donc, c'est tout ce qu'on a mis en créant tout cela, avez-vous vous êtes rendu compte de l'impact environnemental? Est-ce que cela n'impacte pas de manière négative
l'environnement déjà de la République démocratique du Congo ou des Quinois en particulier qui en souffrent déjà depuis belle lurette. Avec, pour compléter la question de fulgence, peut-être les gaz à effet de serre, avec ces températures-là, on craint en fait que la couche d'ozone soit encore de plus en plus impactée. Déjà, la RDC, c'est un pays solution en matière d'environnement. Tout à fait. Chaque activité humaine génère de la pollution. Et la pollution qui est générée par l'activité humaine doit correspondre à la capacité de notre environnement à les capter. C'est ça, parce que toutes les activités produisent de la pollution. Mais le pire serait de produire de la pollution dans des zones de santé, dans des centres d'établissement de soins. Pourquoi? Parce que ces pollutions-là, nous en mesurons pas l'ampleur. Lorsqu'on fait des enfouissements, lorsqu'on fait des brûlages à l'air libre, dans des espaces ouverts, on minimise un peu cet aspect environnemental. C'est la raison pour laquelle il faut s'accorder à des normes. La norme principale, c'est la température. Lorsqu'on atteint la température de 1000 degrés, on fait de la combustion, mais la combustion propre. C'est-à-dire la fumée qui est générée, c'est de la fumée propre qui est susceptible d'être captée par l'environnement. Tandis que quand on fait des brûlages à l'air libre ou des enfouissements sauvages, les déchets qui sont générés, la pollution qui est générée est lourde. Et lorsqu'on fait face à la pollution lourde, c'est-à-dire que ça nous revient d'une certaine manière. C'est la raison pour laquelle nous, on s'accorde beaucoup plus sur la température. Cette température répond à 4 principes directeurs sur la gestion des déchets biomédicaux. Le premier principe, c'est le principe du pollueur-payeur. Tu produis les déchets, tu te charges de leur élimination. Pour te charger de leur élimination, tu dois avoir l'outil principal que nous, on met à la disposition. Pas seulement à la disposition des établissements de santé publics, en référence avec la question de M. Hugor, mais aussi maintenant des établissements de santé publics privés. Premier principe, pollueur-payeur. Deuxième principe, c'est le principe des proximités. Vous ne devrez pas les éliminer loin de la zone de production. Raison pour laquelle nous souhaitons que tous les centres de santé puissent en avoir dans leur enclos. Troisième principe, c'est qu'il faut avoir la connaissance de la dangerosité de ces déchets. Notamment en termes d'étiquetage. Je pense que c'est important d'avoir des étiquetages, par exemple azote. L'étiquetage azote en anglais, c'est des signes qui montrent clairement les déchets. Ces déchets-ci sont des déchets biomédicaux, alors on doit les traiter d'une certaine manière. Il y a aussi les principes des précautions, il faut prendre toutes les précautions nécessaires. Voilà. Et donc il y a ces principes. En dehors de ces principes, pour compléter ces principes, il y a aussi les concepts. Les concepts des GER, une gestion écologiquement rationnelle. C'est ça, les gestions écologiquement rationnelles nous renvoient à utiliser ce qu'on a dans notre sol, ce qu'on a à portée de main. Au lieu de faire venir le matériel, rien que le transport de matériel contribue aussi d'une certaine manière à polluer l'environnement parce que les navettes qui font les bateaux, les croisières et tout consort, produisent aussi d'une certaine manière de la pollution. En faisant recours à des matériaux locaux, c'est également un enjeu économique pour la RDC. Ça, c'est les GER, concept de la gestion écologiquement rationnelle. Il y a les concepts de MTD, meilleure technique disponible. La meilleure technique disponible, c'est celle que nous offrons. C'est-à-dire, c'est penser ailleurs, dans des grandes universités, telles que l'université de Montfort, par le professeur Piquen, c'est-à-dire la forme de l'incinérateur est pensée ailleurs, mais nous les ramenons à des justes proportions congolaises. Ça, c'est les MTD. Ensuite, il y a également les meilleures pratiques environnementales, MPE, en atteignant 1000 degrés Celsius. C'est des meilleures pratiques environnementales que nous mettons en exergue. Voilà notre manière à nous de faire du BTP. On s'accorde sur des normes. Voilà. Je vais maintenant vous poser une question, je ne sais pas, parce que vous travaillez pour la gestion des déchets biomédicaux. Mais la ville de Kinshasa n'a pas que ça. Avec les projets Kinshasa et Zobonga, je ne vais pas faire les raccourcis, bien commencer par les projets de l'Union européenne PARAO, que vous connaissez certainement. Un projet qui devait traiter la gestion des déchets, mais également le recyclage des déchets. Nous sommes passés par là, en passant par avec les gouverneurs André Kimbuta et puis avec les gouverneurs Gentili Ngobila, c'était
et Kinshasa Bopeto. Et actuellement, avec Daniel Bumba, nous avons Kinshasa et Zobonga. Est-ce que vous avez également pensé, n'est pas seulement vous limiter aux déchets qui concernent le système sanitaire de l'hôpital, mais également les déchets qui polluent nos rivières, nos caniveaux, ou la ville de Kinshasa de manière générale? À l'instar des déchets ménagers et autres, surtout on parle des déchets ménagers. C'est vraiment une question. C'est ces deux-là, c'est-à-dire les projets dans son ensemble concernent d'abord tous les déchets généraux. Maintenant là, nous sommes en train de mettre en valeur les déchets biomédicaux, parce que, il faut le dire aussi, les déchets biomédicaux, c'est classifié deuxième des déchets les plus dangereux au monde, oui, après les déchets nucléaires. C'est vraiment très dangereux. Alors pour les déchets généraux, comme on l'a dit, hein, la gestion des déchets ne relève pas seulement d'une question technique. Et là, en plus de cela, un aspect fiscal, réglementaire, urbanistique. Il y a plusieurs contours pour la ville de Kinshasa. Ce n'est pas seulement technique. Ce n'est pas seulement acheter des camions et voir comment non. Il y a des problèmes urbanistiques. Il y a également des problèmes réglementaires et également fiscaux. En tout cas, les problèmes fiscaux, c'est ce qui bloque parce qu'il n'y a pas d'argent. Nous venons de voir des nominations à la RASKIN, Régie d'assainissement de Kinshasa, et au FONAC, Fonds d'assainissement. Mais on se dit, bon, merci, félicitations à eux, mais ils ne vont pas travailler, il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. La ville produit par jour 12 000 tonnes. Ouais. Plus de 12 000 tonnes les jours. Et nous cohabitons actuellement avec 3 400 000 tonnes. Nous l'avions dit récemment, c'est à peu près 800 km de montagnes et d'ordures. C'est-à-dire, si on les aligne, ça quitterait de la gare centrale jusqu'à Chikapa. Vous voyez, c'est 800 km. C'est ce que nous vivons avec à Kinshasa. Maintenant, pour résoudre, ça doit être une politique qui prend tous les 4 aspects, tous les 4 instruments que je viens de dire en compte. Et l'instrument fiscal, c'est le plus important. C'est ce que nous avons mis en place dans le projet que nous avons proposé et qui nous amène à 3 600 000 $ le mois. 3 fois plus que les projets Paro. Les projets Paro en avaient qu'à 1 200 000 le mois. Alors c'est un petit jeu que nous avons mis en place avec les déchets plastiques. Il y a un petit jeu là que nous avons mis en place qui nous amène à ces montants-là. 3 600 000. 3 600 000 le mois. Qu'est-ce que vous manquez pour mettre en application ces programmes ou bien que vous comptez solliciter au gouvernement provincial ou central? Mais nous avions dit, ça doit passer par la restructuration. C'est-à-dire, l'on doit restructurer les choses. La politique publique en matière d'assainissement de Kinshasa a montré ses limites, non? On a tout tenté, mais ça n'a pas tenu. On doit restructurer la régie d'assainissement de Kinshasa. Vous voyez. Et on doit renforcer le fonds d'assainissement, le FONAC, renforcer ses ressources. Parce qu'avec ces ressources qu'il a, il n'arrive même pas à atteindre 500 000 $ le mois. Vous voyez? Alors qu'il a besoin de plus de 10 millions le mois. Mais vous, en tant que particulier, qu'est-ce que vous pouvez faire également pour... Parce que vous avez dit ici que l'État a montré ses limites. Mais vous, en tant que particulier, comment comptez-vous résoudre tant soit peu ces problèmes? Ou encore, avez-vous déjà proposé votre projet? Évidemment. Étant qu'entreprise, contrôle BTP, nous sommes experts. Et nous avons suivi la voie structurelle. C'est-à-dire qu'il fallait aller d'abord à l'Assemblée provinciale, à la commission environnement, proposer. C'est là où nous avons proposé. Il fallait attendre le ministre de l'Environnement. Nous avons proposé, nous leur avons dit, si vous ne faites pas ça, vous pouvez prendre même l'entreprise qui nettoie Paradis. On ne va pas réussir à résoudre la question des déchets. Quelle a été l'issue de vos discussions alors avec les gouvernements provinciaux sur les plans environnementaux? Déjà, compléter la question de Fulgence, c'est ce que vous allez revenir. De manière laconique, qu'est-ce que vous proposez concrètement là-dessus? Ce que nous proposons est ceci. Nous avons dit, il y a l'aspect fiscal. On doit créer une intelligence sur l'aspect fiscal. Nous avons créé, ça apporte 3 400 000 $ le mois. Nous avons créé l'aspect technique. Il y a des réformes qui doivent venir sur l'aspect technique. Il y a par exemple, puisque vous parlez des réformes, c'est un petit peu vague. L'aspect technique que vous avez initié. Moi, j'aimerais d'abord qu'on commence par l'aspect fiscal. 3 millions, là, ça m'est tapé. 3 millions. Bon, je vais vous dire, par exemple, c'est un petit jeu. Est-ce que vous savez, aujourd'hui, il y a le système de consigne. C'est-à-dire quoi? Il faut prépayer la consommation. C'est-à-dire, dès que vous consommez, vous devez consigner des petits frais
qui doit permettre à ce que l'on prenne en charge la production de ces déchets. On ne va pas tout dévoiler, mais c'est de ça qu'on a fait. Et puis, ce sont des petits frais, hein, des 5 francs, 3 francs, mais qui nous amènent à des montants colossaux. Donc, on ne va pas tout dire. L'aspect technique, vous avez parlé, mais il y en a tant. Il y en a tant, notamment, il y a les tris qu'il faut mettre en place. Il y a également, c'est-à-dire l'aspect, les entreprises informelles. Il faut utiliser les entreprises informelles au niveau des quartiers. Et l'aspect urbanistique, mais écoutez, on ne peut pas prendre les déchets qui se produisent en Galime pour les amener à Plaza là-bas. Il y a un problème. Alors, il y a un problème. On a parlé ici de la proximité. Qui n'est même pas encore on a parlé du principe de proximité. Voilà. C'est-à-dire, l'on doit urbaniser. Nous, dans la proposition, nous aurons 5 centres d'enfouissement dans chaque zone. Vous voyez, quand on produit à Mongafou, là, on doit amener, par exemple, en Galime, c'est plus proche. Vous voyez, il y a ça, l'aspect urbanistique. Il y a l'aspect réglementaire, je vous dis, c'est là où il y a, les normes, je vous dis. C'est-à-dire, aujourd'hui, le problème est tellement profond qu'on ne saura pas comprendre. Nous avons proposé, par exemple, les cours de salubrité publique, déjà au niveau de l'enseignement primaire et tout ça. C'est-à-dire un programme qui est un programme scolaire sur la gestion des déchets. Ça va accompagner cette question. Donc, c'est un peu ça. Hein. Vous vous êtes rendu compte des délais, mais également des imprévus pour que votre produit atteigne le résultat le plus attendu. Mais c'est ça notre acquis. Hein. On est jeunes. Pour nous, les délais... On a travaillé avec UNICEF, on nous a dit, à l'Équateur. Okay. C'était un projet de 9 mois. Nous l'avons exécuté dans 4 mois, dans 10 zones différentes, en tout cas éloignées. La zone la plus éloignée était à 350 km. C'est Iboko, la zone de santé de Iboko. 350 km de la ville de Mbandaka. Okay. Les délais, c'est-à-dire on est jeune, on utilise tous les moyens possibles pour arriver. Et surtout qu'on utilise des matériaux locaux. Non, on ne va pas, on ne prend pas des matériaux ici à Kinshasa, on amène là-bas, il faut une logistique particulière. Non, on arrive là-bas, on fait l'emprunt. Là où, parce que dans notre projet, nous avons déjà cartographié là où se trouvent nos emprunts. C'est-à-dire, si j'arrive par exemple en Bandaka, je sais que je trouverai le modèle de cette argile ici. Dès qu'on fait l'emprunt, on amène au laboratoire, c'est bon, et puis on exécute. Donc pour nous, les délais, c'est... Au cas où vous ne trouvez pas le modèle et l'argile souhaité. Nous avons parlé de la recherche que nous avons fait. C'est-à-dire, il y a dans les endroits ici, dans notre pays, où il n'y a pas d'argile que nous souhaitons. C'est l'argile kaolinitique. Okay. Alors, si l'on n'en trouve pas, c'est comme ça que nous avons créé des produits qui sont riches en silice et alumine, qui peuvent accélérer la capacité de cette argile qui n'a pas ces propriétés. Donc déjà, de ce point de vue, on est déjà calé. Hein. C'est-à-dire, on peut arriver dans une zone, il n'y a pas l'argile que nous souhaitons. Nous pouvons toujours utiliser nos adjuvants pour ramener cela. Donc, c'est ça. Si on parle de la capacité, vous êtes en mesure de produire combien d'incinérateurs lents? Votre capacité de production. L'ingénieur Igo a beaucoup plus parlé si la demande était de 5000 incinérateurs. Je me suis dit, bon, est-ce que vous voulez produire 5000? Vous tentez de produire 5000 bien au-delà de ça? Bien entendu. Dans le projet, nous prévoyons 1000 incinérateurs lents. Okay. Mais qu'est-ce que nous voulons faire? C'est comme ça que nous avons dit, il y a l'aspect emploi dans ces projets. Il n'y a pas que nous qui le ferons. Exactement. Vous voyez, il y a plusieurs structures, mais qui n'ont pas peut-être la compétence, ils n'ont pas peut-être l'expérience en cette matière. Alors, c'est comme ça que notre démarche est d'avoir un partenariat avec le ministère de la Santé, qui est déjà en cours, hein, ça nous encourage déjà. Et ce partenariat permettra à ce que l'on rédige un cahier de charges, des prescriptions techniques, lorsque les ministères contractent avec ses partenaires financiers. C'est-à-dire, lorsque le ministère contracte avec UNICEF, Chef du Soudan, tous ses partenaires, c'est nous qui devons maintenant déposer le cahier de charges pour que la construction soit conforme à ce que nous avons conçu. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, plusieurs structures que vous voyez ici, leurs incinérateurs n'atteignent pas 300 degrés. Hein. Okay. N'atteignent pas 300 degrés. Nous, il y a eu des tests pyrotechniques
qui nous prouve cela. Vous allez voir dans les images, hein, il y a vraiment des tests. Nous avons amené ces thermomètres-là à grande capacité, la canne pyrotechnique, qui approuve hein, les 1200 degrés. Donc, raison pour laquelle nous voulons vraiment un partenariat avec l'État pour l'aider. Parce que si l'État n'est pas aidé en cette matière, c'est l'État qui perd. Parce que l'État, on lui donne 5 millions, par exemple, par la Banque mondiale, ses partenaires exécutent, il y a plusieurs incinérateurs. Juste 6 mois après les projets, ces incinérateurs-là sont déclarés non fonctionnels. Il y a des fissures par-ci, par-là, ça ne conserve plus la chaleur. Vous voyez. Et c'est l'État qui perd. Et il sera obligé, l'an prochain, qu'il puisse refaire de mêmes incinérateurs. Et nous, notre politique, c'est d'encadrer l'État, de lui dire, ah bon, tu contractes avec UNICEF, c'est bon. Mais voilà ce qu'UNICEF doit faire. Il doit faire ça. Ah, il va aller où? À Tanganyika. Tanganyika, l'emprunt sera ici. Okay. On va faire ceci et cela et l'État sera... Donc de l'État, voulais-je dire, de l'État, vous sollicitez quel type d'accompagnement? Nous l'avions dit, donc le type d'accompagnement, c'est lequel? C'est d'être l'expert du ministère de la Santé publique en cette question d'incinération, de gestion des déchets biomédicaux. Les prestataires, souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand des organismes viennent, ils viennent avec leurs projets, avec leur plan. Ils viennent, non, l'État, moi je dois exécuter à 3 millions, mes plans sont là, je vais exécuter. Mais nous ne voulons plus que ce soit comme ça. Nous voulons que ces plans-là, que ce soit l'État qui leur donne de plans. Vous voyez, l'État leur dit, non, attention, pour l'incinérateur, ça pose problème, vous devez faire ça. Vous voyez. Donc c'est ce que nous l'on veut. Parce que, d'habitude, dès qu'ils viennent avec leurs plans, qui sont des conceptions étrangères, et ils viennent exécuter ici dans un autre environnement climatique. Et 6 mois après, en tout cas la plupart des incinérateurs, soit ils n'atteignent pas la température qu'il faut, soit lorsqu'ils atteignent le minimum de température, directement, ça éclate. Vous voyez. Donc c'est comme ça qu'on veut accompagner, encadrer l'État, protéger l'État, pour qu'il ne revienne plus à payer 5-10 fois le même projet exécuté. Donc c'est cela. Nous sommes en train de quelquefois, s'il te plaît, quelquefois on rencontre aussi des ouvrages qui sont appelés auxiliaires, des incinérateurs auxiliaires à courte durée de vie. Ça, c'est une belle manière, en fait, de jeter de l'argent en pâture. Parce que, pour certains, c'est des incinérateurs qui ont 3 ans de durée de vie. Nous, notre incinérateur, c'est autour de 20 ans si l'on respecte les bonnes périodiques après exécution de notre ouvrage, parce que c'est une technologie, ça appelle toujours à des entretiens pour que ça puisse demeurer avec des bons rendements. Après la réception de l'ouvrage, nous souhaitons toujours que le bénéficiaire contracte avec nous un partenariat pour des entretiens périodiques. Ça peut être semestriel ou annuel, mais c'est important parce que c'est la chaleur, très haute température, et forcément ça a un impact sur l'ouvrage. Voilà. Et cet impact produit des légères fissurations artificielles qui demandent à être colmatées toujours avec du ciment réfractaire. Des ciments réfractaires que nous importons et avec une méthodologie tout aussi spéciale que celle que nous appliquons pour la construction de l'ouvrage. Donc ça, c'est vraiment un détail important. Voilà, nous sommes en train de chiter, les temps nous fait des fois, mais je comprends qu'on avait vraiment beaucoup à se dire, les temps de la télé. Bon, je vais poser une question, peut-être Igor va conclure avant que nous passions à votre mot de la fin. Vous faites également face à une certaine concurrence. Quelle est votre particularité pour que cette concurrence soit loyale et que vous soyez les plus méritants? Bon, par rapport, la concurrence ne manque jamais. Les bâtiments et les travaux publics, il y a des très grandes sociétés. Il y a même des firmes internationales maintenant qui viennent baigner en RDC, hein, terre d'opportunités, voilà, de tout genre. Mais nous, dès le départ, en fait, nous nous sommes dit qu'on allait adopter une approche beaucoup plus humanitaire. Mettre la casquette des secouristes, parce que nous sommes d'abord les fils du pays. En adoptant cette stratégie, on peut donner l'impression de brader un peu les intérêts commerciaux, hein, des intérêts commerciaux d'une société de construction. Mais non, c'est notre manière de faire du BTP. Il n'y a pas que les bâtiments, il y a aussi les travaux publics. Et donc, c'est ça notre particularité. Et cette particularité, nous l'avons approfondie avec des connaissances du milieu.
puisque nous avons la connaissance de notre milieu, puisque nous avons la connaissance du matériau qu'il faut, ça nous a permis, en fait, de sortir du lot et d'avancer en droite ligne parallèle, mais sous un autre domaine, parce que la construction est tellement Assez vaste, ouais. Ok. Donc, si je peux ajouter le cordon, donc la concurrence, c'est vrai, surtout dans les domaines d'incinérateurs. Exactement, surtout dans Je vous dis, nous avons vraiment un grand avantage déjà. Nous avons des ouvrages qui existent. Nous devons parler de 20 ans. À Ngiringiri, ça fait déjà 5 ans. C'est la 6e année. Okay. À l'hôpital de Bumbu, ça fonctionne. Le centre médical Trinité. Il y en a partout hein, où les ouvrages fonctionnent déjà. Il y a déjà un grand avantage. Aussi, ouais. okay. Donc, plutôt nous cherchons des entreprises. C'est-à-dire, notre objectif est également, les projets, c'est de former d'autres entreprises qui vont aussi faire notre technologie, la leur également. Donc, c'est ce que nous sommes en train de chercher. Mais sinon, quant aux incinérateurs, nous, en tout cas, nous cherchons maintenant là. Les études sont menées pour voir quel type d'incinérateur peut-on nous mettre en place pour gérer les 12 000 tonnes que produit Kinshasa les jours. Vous voyez, nous, on est un peu déjà les déchets généraux dans cet esprit-là. Nous aussi, on est en train de penser comment on peut partir de cette énergie chimique et arriver à l'énergie électrique. Vous voyez. C'est de ça qu'on est en train de voir. Est-ce que l'incinérateur, parce que l'incinérateur produit aussi de l'électricité. Ok. Voilà. Alors nous voyons comment basculer dans cette zone-là. Donc c'est ça. Je crois que je reviens un tout petit peu de vos propos initiales. Okay. Vous avez dit au départ que la démocratie du Congo produisait au moins 6 millions de déchets biomédicaux. Alors, depuis la mise en place de votre ouvrage, de vos incinérateurs, comment évaluez-vous l'impact de votre programme sur la gestion des déchets biomédicaux, d'abord à Kinshasa et puis sur toute l'étendue du territoire national? Mais le cordon l'a dit. Les informations, les orientations, les normes, les accords, il y en a, mais le problème, c'est la mise en pratique. Vous voyez, nous avons parlé du guide du ministère. Il est là, donc c'est déjà bon, mais c'est la mise en pratique. La République a plus de 16 000 établissements sanitaires. Vous voyez. Alors, c'est que nous avons déjà, on parle de 30 ouvrages, non? De ces ouvrages types, mais c'est moins, non? C'est insignifiant. Raison pour laquelle, mais il y a déjà 16 000 établissements, il faudrait qu'on ait, dans chaque établissement, il faut qu'il y ait plus ou moins un ouvrage. Hein, parce qu'il y en a même d'informels qui naissent, des boutiques. Ah oui, vous voyez. Alors, raison pour laquelle l'on veut accompagner l'État. C'est l'État qui doit le faire. Et c'est l'État qui doit imposer également au privé d'avoir des incinérateurs qu'il faut. Allez voir tous ces centres sanitaires, hein, des renom, hein, allez voir leurs incinérateurs. Parce que chez nous ici, l'on s'est dit, ce sont des déchets, donc c'est sale. Quand on construit un centre, une structure sanitaire, lors de l'inauguration, on viendra vous présenter la salle d'urgence, la salle de la chirurgie, même les laboratoires, on vous le présente, mais on ne vous présentera jamais la zone à déchets. Là où l'on doit traiter les déchets fournis par les soins. Vous voyez, donc c'est un peu... Peut-être que les téléspectateurs qui nous suivent ne comprennent pas l'enjeu de ces déchets biomédicaux. Si vous pouvez brièvement en évoquer les conséquences sur le plan sanitaire. Ok, en tout cas, sur le plan sanitaire, j'ai donné l'exemple de 2 polluants majeurs. Il y a les dioxines et les furanes, qui sont les polluants lourds. Et donc, qui se retrouvent d'une certaine manière dans notre chaîne alimentaire. Quand on jette les déchets dans les fleuves, il y a des poissons qui sont comestibles dans les fleuves, les poissons que nous mangeons. D'une certaine manière, les poissons ingurgitent même les plastiques. Et ces plastiques mettent beaucoup de temps avant de se dégrader. Même, ça peut survivre même à l'intérieur du poisson, ouais, dans les systèmes du poisson, jusqu'à se retrouver dans notre assiette. En dehors de cette manière de pollution, il y a également la pollution de l'air, qui est encore plus dangereuse parce que nous ne le voyons pas. On se plaint de plusieurs maladies, parfois que nous ne comprenons pas, qui sont d'ordre respiratoire. Beaucoup d'infections respiratoires que nous avons, que nous ne donnons même plus de nom.
Quand l'impact est réel à ces niveaux, mais qu'on n'a pas de statistiques claires, il faut considérer les problèmes comme étant très graves. Et c'est ce que nous vivons à l'heure actuelle. Récemment, j'ai entendu, toujours dans des médias, parler de la résurgence de plusieurs épidémies. L'herpès, il y a la rage transmise parfois par des rats. Pas seulement les chiens, mais les rats aussi. Parce que les rats vont fouiller, ce sont parmi les récupérateurs informels dans les déchets, dans les décharges publiques. Dans les décharges publiques, maintenant, on retrouve les déchets biomédicaux. Ces rats, on cohabite avec eux dans nos ménages. Et dans les milieux ruraux, ce sont des pratiques qui sont d'ailleurs, vous imaginez si ici à Kinshasa on a du mal à gérer les déchets biomédicaux, imaginez ce qu'il en est dans les milieux ruraux. Voilà. Donc ces déchets mal gérés sont aussi manipulés par plusieurs récupérateurs qui sont parfois nos bétails, les chèvres, les chiens, qui vont manger dans les poubelles. Et comme il n'y a pas de tri en amont, comme ces déchets-là, on ne se donne pas la peine de pouvoir les éliminer dans leur lieu de production, dans les hôpitaux. Eh bien, ça sort des hôpitaux. Et donc, les conséquences sont celles-là. Les conséquences sont majeures. On a une population jeune et on mise beaucoup sur notre démographie. Et je pense que c'est le moment de prendre cette question à bras le corps et vraiment mettre en pratique les réglementations qui sont déjà écrites. C'est le moment, plus que jamais. Voilà, nous sommes arrivés à la fin d'entrée magazine. Merci à Igor Bioka, merci également à vous. Votre mot de la fin, un message pour la population, un message pour les ministères de la Santé, les ministères provinciaux de la Santé, également les ministères, que ce soit de l'environnement, que ce soit provincial ou encore national, mais aussi au président de la République et tous les décideurs du monde qui vous suivent pour votre projet et pour votre avenir. En tout cas, l'État congolais, nous avons innové dans ce domaine de gestion des déchets biomédicaux. Quand on parle de l'État congolais, nous voyons directement le ministère tutelle, le ministère de la Santé publique. Je crois qu'ils comprennent mieux ce que l'on est en train de dire. Le ministre Roger Kamba comprend mieux ce que signifie 1200 degrés Celsius. D'ailleurs, il a stipulé dans son document en disant que c'est le seul moyen pour bien gérer les déchets et ne pas créer des maladies venant de cette gestion. Alors, nous leur demandons de nous accepter, de nous recevoir dans leurs locaux pour que nous puissions avoir un partenariat avec eux, pour que nous puissions mettre en place un système qui doit protéger l'État, à ne pas dépenser les mêmes moyens pour le même travail tout le temps. Donc, c'est ça que nous sommes en train de demander. Au centre ou aux établissements sanitaires, nous leur demandons de bien respecter leur métier. Leur métier, c'est la promotion de la santé. Leur métier, c'est de ne pas se transformer à une source de pollution et de nuisances. Raison pour laquelle ils doivent avoir des ouvrages adéquats pour la gestion des déchets, notamment les incinérateurs qu'il faut. Ils savent qu'ils ont des incinérateurs qui n'atteignent pas 400 degrés. Alors, nous en avons. Nous avons mis avec des matériaux locaux qui atteignent 1200. Ça résout et les problèmes des intervenants dans les hôpitaux et les problèmes communautaires sur l'environnement. Voilà, c'était un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Et je rappelle, l'entreprise, la société Contrôle BTP, bâtiments, travaux publics. Avec vous, nous avons parlé de votre innovation.